Fabien Chaillot, responsable des affaires réglementaires. Nous serons amenés à nous recroiser pour votre projet de recherche, travail de recherche en santé, parce que vous allez voir que la recherche clinique en France, alors je passe très rapidement, hein, ce n'est pas mon objectif, sur tous les textes internationaux qui ont pu fonder l'éthique de la recherche médicale. Vous entendrez parler du Code de Nuremberg, de la Déclaration d'Helsinki, et vous allez voir qu'en France, l'un des premiers encadrements réglementaires, c'est cette fameuse loi Hurier-Cyruscla, qui a évolué et qui, dorénavant, s'intitule la loi Jardé, relative aux recherches impliquant la personne humaine. Donc vous allez voir qu'en plus de ce système législatif français, il y a des réglementations européennes dès qu'on touche aux médicaments ou aux dispositifs médicaux. Donc on va essayer d'aborder très simplement, de manière schématique, le cadre légal, les acteurs. Vous allez poser la question, écrire un protocole de recherche. La direction de la recherche et l'innovation dans tous les CHU est là pour vous accompagner, parce que c'est assez barbare, d'analyser les textes et de les appliquer correctement. Et on va voir en termes de procédure les démarches. Si j'ai un mot-clé à vous donner tout de suite, c'est l'anticipation est un gage de réussite. Vous allez voir qu'on ne parle pas de semaines, mais de mois de démarche. Donc, plus tôt votre question est figée, plus tôt vous écrivez votre protocole de recherche, plus tôt on pourra réaliser des démarches. Ça, c'est le rôle de ce que l'on appelle la personne morale. Généralement, c'est le directeur général de l'établissement qu'on appelle promoteur. Et vous, qui posez la question, on va vous dénommer investigateur. Vous allez investiguer au travers d'un protocole de recherche. Donc, 3 grandes étapes sur mon intervention. La présentation de la direction de la recherche et de l'innovation. Madame Villers, notre directrice de la recherche et de l'innovation, est venue vous présenter un peu toutes les structures qui vont vous accompagner à mettre en œuvre votre travail de recherche. Et vous allez voir qu'on a essayé de simplifier les démarches. On va vous demander, la première chose, c'est de nous communiquer un résumé synoptique de votre travail de recherche. Ce qui va nous permettre de vous accompagner en termes de législation, de respect de cette législation, et de réaliser les démarches dans les temps impartis. Et vous verrez qu'on a différents liens et contacts, tout en sachant, comme le rappelait Clément, qu'on a 3 niveaux au niveau comité d'éthique. On a ce que l'on appelle les comités de protection des personnes. Mon travail de recherche nécessite-t-il l'avis d'un comité de protection des personnes? On a des comités éthiques de la recherche. Votre discipline dispose de ce qu'on appelle le comité éthique de la recherche en anesthésie-réanimation. Alors moi, j'ai la chance, sur ma qualification juridique, de participer aux 3. Donc c'est une vision assez intéressante et ça nous permet de vous accompagner au mieux et le plus rapidement possible. Donc l'organigramme, je ne reviens pas dessus. Donc vous voyez qu'en termes de soutien, il y a une cellule affaires réglementaires et éthiques qui est là pour vous guider pas à pas dans la conformité de votre travail de recherche. Donc la cellule affaires réglementaires et éthiques, donc vous voyez, il va y avoir une multitude d'acronymes: comité éthique de la recherche, comité scientifique et éthique. Alors je passe sur les acronymes CTIS, EDAMED, comité de protection des personnes, agence nationale de sécurité des médicaments, commission nationale de l'informatique et des libertés. Parce qu'il y a une autre réglementation. Vous allez traiter des données à caractère personnel et des données de santé pour répondre à l'objectif avec une méthode statistique adaptée. Et les données de santé sont des données dites sensibles. Vous allez voir que la réglementation, qui est également européenne, sur la protection de nos données, qui touche tous les secteurs d'activité, dont le domaine de la santé, il y a également des démarches à réaliser. Donc voilà, on a essayé d'appliquer une personne qui est en charge des recherches impliquant la personne humaine, médicaments, dispositifs médicaux et tout ce qui est travail de recherche n'impliquant pas la personne humaine. Je vais revenir dessus de manière détaillée. Alors, la question, c'est dans quel cadre va se situer votre travail de recherche? Ai-je besoin d'un CPP? Ai-je besoin du comité éthique de la recherche? Et comment je vais me mettre en conformité vis-à-vis du traitement informatisé des données de santé que je vais mettre en œuvre? Donc, quand vous venez nous voir en termes d'accompagnement, la première question qu'on vous pose, c'est dans quel cadre vous allez vous situer. Cette fameuse loi française et les règlements européens ont la même définition. Est-ce que vous êtes dans ce que l'on appelle une recherche interventionnelle? Donc voilà le texte de loi. Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. On va l'opposer à la recherche dite non interventionnelle, le soin, votre activité principale. Et c'est défini aussi, recherche dans lesquelles tous les actes sont pratiqués, les produits utilisés de manière habituelle sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance. Cette bascule
de la notion de non-intervention vers l'intervention sur une personne humaine, c'est ce que vous allez protocoliser au travers de votre travail de recherche en termes d'ajout, de retranchement, en termes d'intervention par rapport aux recommandations, aux standards de prise en charge, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Et cette notion est importante parce que ça va nous permettre de cadrer la réglementation qui va s'appliquer. Alors, ce guide peut vous aider, au travers de différentes questions, à anticiper la qualification réglementaire. De quel avis j'ai besoin? C'est issu d'un guide de l'INSERM qui l'a rédigé assez tôt, en mai 2021. Donc, la qualification des recherches en santé, pourquoi? Suis-je dans ce que l'on appelle une recherche impliquant la personne humaine, qui va nécessiter une démarche, ou dans une recherche n'impliquant pas la personne humaine, le soin? Je ne fais que réutiliser des données pour répondre, là encore, à une question. Donc, pourquoi? En vue de protéger les personnes, les participants, vous-même en tant qu'investigateur, parce qu'il y a un cadre légal à respecter. De la même manière, si on se trompe, ça peut nous arriver. Vous allez voir qu'il y a des zones grises sur la qualification. La problématique sur ce cadrage réglementaire, c'est que une question, un cadre, et ça rentre avec un chausse-pied. Et si on se trompe de voie, on repart à zéro. Donc, on essaye d'éviter d'anticiper. Alors, parfois, c'est comité éthique dépendant sur cette qualification réglementaire. Donc, ça, c'est le rôle du promoteur, en collaboration avec vous, qui posez la question. Parce que si on se trompe, ça peut prendre du temps, ça peut être énergivore et coûteux. Il va falloir anticiper, et ça, c'est plus le rôle d'un méthodologiste statisticien, les questions. On dit toujours un protocole, une question, en termes de choix scientifiques et méthodologiques. Et il va falloir également border les règles de protection des données que vous allez utiliser ou réutiliser dans le cadre de votre protocole de recherche. Donc, quand la législation indique organiser, vous allez écrire un protocole de recherche. Rappelez-vous, une recherche impliquant la personne humaine, c'est une recherche organisée et pratiquée sur une personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques et médicales. Pratiquer, vous allez ajouter des actes sur les personnes, des actes qui ne sont pas recommandés. Un examen d'imagerie, un bilan biologique, un simple questionnaire au décours d'une consultation, comparer des stratégies thérapeutiques ou diagnostiques dans le cadre d'une prise en charge. L'état de l'art, la bibliographie montre que telle ou telle stratégie, dans notre établissement, dans l'établissement dans lequel vous allez réaliser le protocole, cette stratégie ne se réalise pas. Donc, vous allez montrer ou comparer ce type de stratégie. Et la définition passe également par en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Vous allez rédiger, par rapport à cette question de recherche, après l'avoir rationalisé d'un point de vue scientifique vis-à-vis de la bibliographie, des objectifs par rapport à un état des connaissances médicales avérées. Et enfin, qui visent à évaluer, au travers de l'ajout d'actes d'intervention non justifiés par rapport à la prise en charge habituelle, c'est important, vous allez étudier les mécanismes, donc là c'est le texte de loi, de fonctionnement de l'organisme humain normal ou pathologique, ou l'efficacité, la sécurité, la réalisation d'actes ou l'utilisation de l'administration de produits dans un but diagnostique, de traitement ou de prévention d'états pathologiques. Donc une fois qu'on a dit ça, on va essayer de schématiser. Est-ce que la loi Jardé va s'appliquer à votre travail de recherche? Ce sera accessible, hein, c'est à peu près lisible. Donc il y a une dichotomie. Quand on se pose une question dans le cadre d'un travail de recherche en santé, savoir si la loi Jardé s'applique ou pas. Donc, ça reprend un peu le périmètre en termes d'encadrement des travaux de recherche en santé. Et vous allez voir que l'approche en termes de démarche réglementaire est basée sur le risque encouru par le participant. Vous allez retrouver 3 catégories réglementaires dans la loi Jardé. Ce qu'on appelle les RIPRH, recherche impliquant la personne humaine, de catégorie 1, un niveau d'intervention élevé. Les recherches à risque et contraintes minimes. Vous allez voir que le législateur français a fixé ce qu'on appelle des risques et des contraintes minimes. Le fait de comparer 2 stratégies thérapeutiques ou diagnostiques avec un tirage au sort, une randomisation, ça fait partie d'un acte à risque et à contrainte minime. Et enfin, la dernière catégorie, ce qu'on appelle les catégories 3. Là encore, on va voir les actes ajoutés. Là, il ne faut pas que votre protocole modifie la prise en charge de la personne qui va être incluse dans le protocole. Ça nécessite l'avis favorable systématiquement d'un comité de protection des personnes. On part sur, une fois que le protocole est rédigé, toutes ces annexes, on va parler de documents d'information, parfois de consentement éclairé, là aussi on va le border, et on va l'aborder plutôt. Vous avez l'obligation, avec la personne morale, le promoteur,
d'obtenir l'avis favorable d'un comité de protection des personnes. C'est une obligation légale. Alors, les CPPI sont répartis sur le territoire national. Ils sont dorénavant tirés au sort. On ne sait pas sur lequel on va tomber, entre guillemets. Il y a une plateforme, ça c'est notre rôle. On va vous demander de rédiger le protocole. On va vous demander un ensemble de documents administratifs et techniques. Et on va vous accompagner sur 2-3 mois de démarche pour avoir le feu vert réglementaire. Le promoteur dira, vous avez l'autorisation de lancement pour réaliser votre protocole de recherche. On est sur 2, 3, voire 4 mois de démarche, parce qu'il peut y avoir des allers-retours. Donc, il y a 39 CPP en France. Il y a aussi une autre autorité compétente, comme on peut l'appeler, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Quand on est dans des catégories 1, on compare des stratégies thérapeutiques. Alors, on n'évalue pas un médicament, on ne compare pas l'efficacité ou la tolérance d'un médicament, parce que ça, vous allez voir que c'est bordé par une réglementation européenne. Mais là encore, c'est une tutelle qui, elle, met 60 jours. C'est fixe, à vous donner un feu vert réglementaire. La conformité de votre traitement, on a la chance en France, parce que vous avez sûrement entendu parler du règlement général sur la protection de nos données de santé, qui s'applique à tous les secteurs d'activité, tous les responsables de traitement. On a la chance en France d'avoir une commission nationale à l'informatique et liberté qui va, conformément à des textes où c'est bien défini, je traite des données de telle manière, on va voir comment on sécurise le traitement informatisé de vos données de santé, on respecte les modalités d'information de recueil de consentement, et dans la plupart des cas, parce qu'on va vous embêter déjà avec l'avis favorable d'un comité de protection des personnes, parfois l'autorisation de l'agence nationale, on peut se conformer à ce qu'on appelle des méthodologies de référence. Elles s'appliquent dans le domaine de la santé, ce qui va nous dédouaner d'une autorisation de la CNIL. C'est déjà assez long. Donc là, on a, dans la plupart des cas, une conformité à une méthodologie. Je vais schématiser. Et puis, quand la loi Jardé ne s'applique pas, on s'est aperçu, et dans votre discipline, le CERAR s'est mis en place de manière assez précoce, qu'un avis éthique, pour rassurer principalement les comités éditoriaux quand vous allez valoriser votre travail jusqu'à l'article scientifique, ou pour rassurer une institution telle que l'université ou l'hôpital public, on a instauré des comités éthiques de la recherche. Donc, ce n'est pas juridique, mais ça permet d'avoir un avis éthique dans certaines circonstances. Et là encore, alors, c'est bien bordé, hein, nous ne sommes pas dans des recherches avec ajout d'intervention ou d'actes supplémentaires par rapport à la prise en charge, nous sommes dans ce qu'on appelle des recherches observationnelles. Vous ne faites que réutiliser des données de façon rétrospective ou prospective. Et vous voyez, ça peut passer par des expérimentations en sciences humaines et sociales, l'évaluation de modalités d'exercice des professionnels de santé. Donc la loi Jardé ne s'applique pas, et vous verrez que là encore, que ce soit pour le CERAR ou pour notre comité éthique de la recherche, on a mis en place un accompagnement. Et ce qui va nous permettre également, si vous avez besoin d'un soutien méthodologique et statistique, d'avoir un conseil, voire une consultation avec l'un des statisticiens au sein des directions de la recherche. Et également de border le traitement informatisé des données de santé. Là encore, on a la chance d'avoir une méthodologie de référence qui s'applique dans la plupart des cas, sous réserve de respecter ce texte. Alors, si je devais schématiser, le soin, la prise en charge standard, vous accueillez en consultation ou en hospitalisation ou en post-chirurgie, et puis vous posez la question dans le cadre d'un travail de recherche. Première question à se poser, j'implique ou je n'implique pas? Je vais l'appeler la 4e catégorie. On retrouve, selon la loi Jardé, les 3 catégories. J'interviens avec des risques élevés, de façon à risque et contrainte minime, et de façon non interventionnelle. Simple questionnaire, comparaison de stratégies, ajout d'une randomisation, ou comparaison de 2 stratégies thérapeutiques qui ne sont pas encore éprouvées, qui ne sont pas recommandées, soit l'une, soit l'autre. Vous oublierez vite tous ces identifiants, ça c'est le rôle du promoteur, les bases qui permettent de tirer au sort le CPP, de faire les démarches, ça c'est notre responsabilité. Vous allez solliciter l'établissement pour qu'il vous accompagne à être promoteur, c'est-à-dire vous allez demander l'accord de promotion, c'est une phase qui peut demander un peu de temps. Et puis vous allez retrouver les tutelles. Donc vous voyez systématiquement l'avis favorable d'un comité de protection des personnes, et puis l'autorisation de l'Agence nationale pour les catégories. Ça c'est notre rôle. CPP 2 à 3 mois, ANSM 60 jours de démarche. Donc il faut vraiment anticiper en termes de réalisation de votre travail vis-à-vis de ces démarches réglementaires.
On peut border assez simplement le traitement informatisé. On va le voir, il y a ces fameux textes de méthodologie de référence. Dans 90% des cas, on peut avoir une autorisation implicite. C'est ne pas solliciter la Commission nationale de l'informatique et liberté. Et puis également, il y a un aspect budgétaire sur les travaux de recherche. Là encore, ça s'anticipe. Vous avez toutes et tous une responsabilité civile professionnelle. Dans le cadre de la recherche, on comprend bien que pour des recherches de catégorie 1, il va falloir que le promoteur s'assure et vous assure dans le cadre d'une assurance responsabilité civile recherche. Ça a un coût. Tous les actes que vous allez ajouter, catégorie 1, catégorie 2 et parfois catégorie 3, ce n'est pas l'assurance maladie qui va prendre en charge. Il va falloir qu'on vous accompagne à décrocher, à obtenir un financement propre, interne à l'établissement, des appels d'offres locaux, voire nationaux, voire européens. De la même manière, et là c'est assez récent, dès lors que votre travail de recherche va impliquer l'évaluation de l'efficacité ou de la tolérance d'un médicament, sur les mêmes principes, avis éthique, autorisation d'un ministère de la Santé, de l'Agence nationale. Nous sommes dorénavant, qu'on soit dans l'industrie pharmaceutique ou dans le monde académique, quand on réalise des démarches pour un essai clinique de médicaments, sous le couvert d'une réglementation européenne. C'est encore plus compliqué. Ce n'est pas votre rôle, mais il faut l'anticiper. Et de la même manière, quand on utilise, on évalue dans le cadre d'un travail de recherche un dispositif médical, on appelle ça dorénavant une investigation clinique, il y a des démarches. Alors pour un essai mononational français, on retrouvera les mêmes comités d'éthique, comité de protection des personnes, et la même autorité compétente, Agence nationale de sécurité des médicaments. Et là encore, nécessité de souscrire une assurance, ça c'est notre rôle, et de se conformer à ce qu'on appelle la méthodologie de référence. Donc, c'est un peu barbare. Sachez qu'on vous demande un résumé synoptique, on vous indique d'un point de vue technique et réglementaire dans quel cadre vous êtes, et on réalise les démarches auprès de ces tutelles ou instances ou autorités compétentes, comme on les appelle. Et puis la dernière colonne, alors il y a toujours une zone grise entre je n'implique pas, j'implique, je ne fais que rappeler des patients, proposer des questionnaires d'évaluation de qualité de vie. Eh bien, grâce à non pas un comité de protection des personnes, que ce soit notre propre comité, alors il a évolué en termes d'acronyme, un comité éthique de la recherche, vous retrouverez le même principe auprès du CERAR, et parfois on me sollicite moi uniquement pour une qualification réglementaire ou juridique. On vous indiquera si vous êtes trompé de voie. Mais ça, on l'anticipe, parce que généralement, quand vous venez avec l'idée, le résumé, le rôle d'une direction de la recherche et l'innovation, c'est de vous dire, voilà dans quel cadre vous vous situez. Mais encore faut-il prendre contact très en amont avec nous. Donc, ce comité éthique de la recherche va permettre de vous accompagner d'un point de vue méthode, si nécessaire, d'obtenir un avis éthique, si nécessaire, et également de voir si votre traitement de données peut se conformer à une méthodologie de référence. Donc, voilà un peu le panel. Alors, je vais passer rapidement, vous l'aurez en support. Voilà comment la loi Jardé, parce que dans votre parcours de formation, l'essai clinique de médicaments ou l'investigation clinique sur dispositif médical, c'est d'une lourdeur à mettre en œuvre qui est très difficile par rapport au timing dont vous disposez à mettre en place. On a collaboré sur des investigations cliniques sur dispositifs avec Clément. On a collaboré sur des essais médicaments avec Jean-Luc. Vos travaux de recherche, dans la majorité des cas, cadrent avec une RIPH 3, voire une RIPH 2. Donc là encore, il faut anticiper. Donc là, c'est juste pour vous rappeler, voilà ce qu'est un texte de loi, la loi Jardé. Donc, sont des recherches impliquant la personne humaine. Donc ça, c'est à nous, avec votre collaboration, à analyser votre question pour savoir dans quel cadre elle se situe. Donc ça, la définition même de ne sont pas une recherche impliquant la personne humaine. Basez-vous sur le schéma, hein, s'il y a une diapositive à retenir. Là encore, alors c'est intéressant, on s'est souvent posé la question sur, non pas l'évaluation de pratiques professionnelles, on a la chance d'avoir un laboratoire de simulation. J'imagine que vous irez en termes de formation, vous y avez été. Et on s'est posé la question, est-ce qu'un travail de recherche visant à évaluer les modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé relève d'un CPP? Parce qu'une personne humaine, ça peut être un volontaire sain, un patient, un étudiant ou un professionnel de santé. Et la tutelle des CPP, la Direction générale de la santé, nous indiquait que ça ne relevait pas d'un CPP. Mais la problématique, c'est que si on veut aller jusqu'au bout en termes de valorisation, solliciter un comité éditorial,
eh le comité éditorial, anglo-saxon et de plus en plus francophone, va vous demander un avis éthique. D'où la mise en place, que ce soit pour votre discipline, du CERAR ou de notre comité éthique de la recherche. Et alors, je vous disais que pour les catégories 2, donc là, ça peut concerner dans la majorité des cas vos travaux de recherche. Le législateur français a fixé, selon la législation Jardé, ce qu'on appelle des risques et des contraintes minimes. Alors attention, en préambule, le caractère minime des risques et contraintes liés à la réalisation de la ou des interventions que vous allez protocoliser s'apprécie en fonction de l'âge, de la condition physique, du cumul d'interventions que vous allez réaliser sur la personne. On entend bien que 4 heures alors ce ne sera pas dans votre discipline, mais 4 heures de bilan neuropsychologique, 3 IRM sans produit de contraste, chez des patients parkinsoniens âgés, ça peut être requalifié en catégorie 1. C'est comme ça qu'on approche le cadrage réglementaire. Et puis, vous voyez, alors j'ai surligné en rouge les interventions, les actes qu'on appelle à risque et à contrainte minime, donc relevant d'un comité de protection des personnes, la randomisation, les prélèvements sanguins spécifiquement pour la recherche, ce qu'on appelle les fonds de tube. Je réalise une ponction veineuse supplémentaire. Ça fait partie de travaux de recherche à risque et à contrainte minime. Les prélèvements d'échantillons biologiques autres que le sang, spécifiquement pour les besoins de la recherche, qui ne sont pas dans le cadre de la prise en charge standard. Les techniques de recueil et de collecte de données au moyen de capteurs ou de méthodes d'imagerie. Donc, vous voyez que les épreuves de FR, les IRM font partie des actes à risque et à contrainte minime. Alors, stimulation mécanique externe, électrique ou magnétique, les techniques de psychothérapie ou thérapie cognitivo-comportementale, je ne pense pas que ça vous concerne. Et le dernier point d'achoppement, où là, on hésite, catégorie 3, catégorie 2, rarement catégorie 1, entretien, observation et questionnaire dont les résultats, conformément à ce que vous allez écrire dans le cadre de votre protocole de recherche, peuvent conduire à la modification de la prise en charge médicale habituelle du participant. Donc là encore, il faut écrire noir sur blanc, définir un objectif, des objectifs secondaires, un critère d'évaluation principal, et ça nous permet de cadrer la réglementation qui va s'appliquer. De la même manière, le législateur a listé ce qu'il appelait les recherches de catégorie 3, non interventionnelles. Donc là, c'est assez minime, hein. On parle de recueil supplémentaire et minime d'éléments ou de produits du corps humain. Ils ont même défini dans cet arrêté un tableau où, en fonction du poids, de l'âge, du taux d'hémoglobine, le volume maximal que l'on peut prélever. Il n'y a pas que le sang, il y a aussi les autres produits du corps humain qui ne présentent aucun caractère invasif. Sur cette notion d'intervention, il y a aussi un critère important, c'est est-ce qu'il y a un franchissement de la barrière cutanée, est-ce qu'il y a une intervention psychologique, c'est ce qui va nous permettre de définir en quoi l'intervention peut être cadrée dans l'une des 3 catégories. L'icovillonnage superficiel de la peau, du nez, du conduit additif, de la cavité buccale. Alors, le recueil par capteur extracorporel non invasif, c'est bien extracorporel. On a eu un problème de qualification justement sur une gélule mesurant la température intracorporelle qui était ingérée par le patient. C'est intracorporel. Le recueil de données électrophysiologiques sur matériel implanté ou en cours d'implantation pour le soin. Et enfin, le dernier item, entretien, observation, tests et questionnaires qui ne peuvent mettre en jeu la sécurité ou conduire à la modification de la prise en charge. Donc, vous voyez bien, une question, un cadrage réglementaire, une démarche. Alors, de manière synthétique, vous allez avoir 2 situations pour votre travail de recherche. Soit, d'un point de vue réglementaire, vous êtes dans une RIPH, 3 niveaux d'intervention, 1, 2 ou 3. Vous allez avoir l'obligation d'avoir un promoteur. Sur le plateau Canet, l'université ne porte pas de promotion, ça passera obligatoirement par notre établissement CHU qui dispose d'une direction de la recherche et l'innovation. Nous allons solliciter en collaboration un comité de protection des personnes et parfois l'autorisation de l'Agence nationale, en moyenne 2 à 4 mois de démarche. Alors on le fait de façon séquentielle. On va s'assurer que vous allez pouvoir être conforme à une méthodologie de référence. La CNIL a rédigé un texte en disant « Vous traitez de manière informatisée des données de santé à caractère personnel. On va vérifier que vous pouvez mettre en avant soit la MR1, soit la MR3. Ça, c'est notre rôle. On vous fera juste vous engager à respecter cette méthodologie. » Alors, ça passe par, tout simplement, est-ce que vous allez pouvoir informer individuellement, recueillir le consentement pour la MR1, sécuriser votre base de données,
vous avez la chance d'avoir accès soit au réseau de l'université, soit au réseau de l'hôpital. Il y a une authentification forte. Vous avez une carte professionnelle de santé. Et puis, on va également vous demander d'éviter d'utiliser un courriel type Gmail ou Hotmail. Vous avez des mails professionnels. On va vous demander de pseudonymiser vos données. Ça fait partie du champ d'application des méthodologies. Une pseudonymisation, ça passe par ce qu'on appelle une table de correspondance. C'est très simple. Le patient Fabien Chaillot, qui va participer à une recherche impliquant la personne humaine, vous allez simplement l'identifier avec un numéro. Et vous pouvez garder, parce que vous êtes professionnel de santé dans un service, dans un établissement, cette table de correspondance sur le réseau de l'établissement de façon sécurisée, en limitant l'accès à l'équipe projet que vous allez mettre en place, avec plusieurs internes. Et comme cela, ça vous permettra de vous conformer à ces textes pour aller voir le statisticien en disant voilà mon fichier Excel ou tout autre outil de recueil, mais il y aura une pseudonymisation. Et vous allez sécuriser également cette base sur le réseau d'établissement avec des échanges cryptés, quand on collabore avec plusieurs centres hospitaliers, par exemple. Et puis, pour les travaux de recherche n'impliquant pas la personne humaine, donc on parle d'accès à la personne pour les RIPH, d'intervention, d'ajout d'actes. Là, on parle uniquement de la réutilisation de données, qu'elles soient rétrospectives ou prospectives. J'ai besoin d'accéder au codage PMSI auprès d'un DIM ou de plusieurs DIM pour répondre à ma question de recherche. Donc, vous allez avoir besoin d'un responsable de traitement. Ce sera soit l'université, soit le CHU de Caen. Et on a une fonction qui a été mise en place conformément à la réglementation européenne sur la protection des données. On a dans chaque établissement un délégué à la protection des données. Moi, je suis référent à la protection des données pour le CHU et on va s'assurer que, en tant que responsable de traitement, vous pouvez bien vous conformer cette fois-ci à la MR 004. Et vous allez voir qu'on a mis en place un guichet d'accès, tout comme le CERAR, hein, tout simplement. On clique sur un lien pour solliciter le CER. Et ça, la sollicitation du comité éthique de la recherche, donc ce n'est pas un CPP. Là aussi, ça s'anticipe. Il y a des réunions mensuelles. Ça prend à peu près 1 mois et demi. Alors, il n'y aura pas systématiquement un avis. L'UFR Santé, sur le plateau Canet, impose que vous ayez à minima déposé votre projet sur cette plateforme, même s'il n'y a pas un avis formel, parce que, par exemple, vous n'allez pas aller jusqu'à l'article scientifique. S'il y a une sensibilité éthique par rapport à la question de recherche que vous soulevez, réutilisation de données dans le cadre d'unités médico-judiciaires avec les fameuses unités Mélanie, le CER va émettre un avis, même s'il n'y a pas d'article scientifique. Donc, on a cadré les choses pour savoir si ça nécessite ou pas un avis éthique. Et là, de la même manière, la conformité du traitement passera par... Alors, il y a une chose assez simple. Le livret d'accueil et l'affichage collectif dans nos établissements permet, pour des travaux de recherche intitulés études internes. Je m'exprime, vous êtes interne dans un service, sur un parcours de soins, au sein d'un établissement, vos données vont être sécurisées, vous n'allez pas avoir l'obligation d'informer de manière individuelle. Parce que si vous faites une étude prospective ou rétrospective, envoyer 300 lettres d'information pour respecter cette fameuse méthodologie, ça peut être compliqué. Alors la CNIL autorise ce qu'on appelle les efforts disproportionnés. Mais là, ça ne passe plus par une autorisation implicite, mais une autorisation formelle de la CNIL. Donc ça aussi, ça s'anticipe. Et puis vous voyez que là aussi, pensez à les modalités d'information. Donc ce n'est pas un consentement, c'est une non-opposition. Je suis interne, je vous propose, vous disposez de droits. L'étude ne consiste qu'en la réutilisation de données, ça ne modifiera rien pour votre prise en charge. Donc c'est la notion de non-opposition. Et puis une table de correspondance, là encore, hein, on pseudonymise et on sécurise la base de données. Donc pour le cas numéro 1, on utilise un outil interne au CHU de Caen. Vous cliquez sur le lien. Alors, ayez anticipé la rédaction de votre résumé avec votre encadrant ou votre directeur de mémoire. Ce qui va nous permettre d'instruire votre protocole de recherche. On se met autour de la table toutes les semaines. Voilà, dans le cadre d'un travail, un mémoire de Desarts, on cadre la réglementation. On vous alloue des moyens humains pour vous accompagner à la rédaction du protocole. On soumet auprès des instances en fonction du cadre réglementaire qui a été décidé et on revient vers vous au travers d'échanges, hein, s'il y a des commentaires ou des remarques du comité de protection des personnes, voire de l'Agence nationale et ou de la CNIL si nécessaire, jusqu'à l'autorisation de lancement du travail de recherche. Donc ça, c'est la première situation.
vous serez confronté pour les catégories 3 et les catégories 2, de manière sûre et certaine. Et puis là, on sait faire, c'est notre cœur de métier. On a tous les métiers qui vont jalonner le parcours un peu sinueux de cette voiture. Donc, on parlait de l'idée jusqu'à l'article scientifique. Vous voyez, tout ce que je viens vous exposer, c'est le premier virage. Obtention des autorisations réglementaires. CPP ou non, comité éthique de la recherche et conformité de votre traitement de données. Et ensuite, la législation, les règles de bonne pratique dans les études cliniques nous imposent pour les catégories 1, essais cliniques de médicaments et de dispositifs médicaux, d'avoir un ensemble de processus après l'autorisation de lancement. On va mettre en place dans le ou les services concernés. Ce sont les règles de bonne pratique. On va présenter à l'équipe investigatrice. On va suivre l'inclusion. On va monitorer les données, ce qui nous permet d'avoir des données de qualité. On va mettre en place un comité de préanalyse. On a des services adéquats, des data managers. On a des pharmacovigilants, on a des statisticiens qui sont là pour, à chaque étape, vous donner le feu vert et aller jusqu'à l'article scientifique. Alors, ça peut concerner les recherches de catégorie 2 à risque et contraintes minimes, de manière moins fréquente les recherches de catégorie 3, mais on nuance, là encore, l'approche réglementaire étant basée sur le risque encouru par le parti. Donc, on a une structure, une unité de recherche, comme dans beaucoup d'établissements. On vous l'a présenté ce matin, une plateforme qui va vous aider à gérer les échantillons biologiques avec des données associées. On a une plateforme méthodologique, je ne reviens pas dessus. On a tout un dispositif en termes d'affaires générales et financières. Et puis, on a sur la discipline santé publique, et on a la chance d'avoir un peu comme un centre d'investigation clinique, un centre de recherche clinique pour réaliser des phases précoces, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Et puis, la deuxième situation, votre travail de recherche n'implique pas la personne humaine. Réutilisation de données. Alors, vous allez voir que ça ne relève pas d'un comité de protection des personnes. On vous imposera à minima de soumettre votre projet de recherche auprès du comité éthique de la recherche. Là encore, il y a un lien de dépôt. Alors, anticiper, réunion mensuelle, il faut déposer 3 semaines avant. Il faut, par rapport à la soutenance, il faut vraiment l'anticiper. Et vous allez voir qu'on va se doter dans quelques jours, ça fait 4 ans qu'on y travaille, et ça pourra vous rendre un grand service pour ces études n'impliquant pas la personne humaine, ne modifiant pas la prise en charge, qu'on appelle un entrepôt de données de santé. Tous les CHU en France se sont dotés d'un entrepôt de données de santé. On va très simplement, je vais parler du CERAR après, on va aspirer toutes les données depuis 2018 issues de la prise en charge médicale, paramédicale, tous les logiciels, votre logiciel spécifique d'anesthésie. Alors, pas encore l'imagerie, c'est un peu compliqué d'un point de vue technique et informatique. Tous les codages PMSI. Vous allez solliciter, alors, non pas un CPP, on est dans le cadre d'une recherche n'impliquant pas la personne humaine, non pas un comité éthique de la recherche, mais conformément à un référentiel de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mise en œuvre de ces entrepôts, un comité scientifique et éthique. Un lien, je clique, j'ai besoin de telles informations, telles données. Alors, ce sera interne à un établissement. Il est envisagé à moyen terme de faire collaborer tous les établissements qui disposent d'entrepôts de données de santé. Sur avis favorable de ce comité scientifique, alors là encore, on est sur un mois de délai, vous aurez accès à un espace sécurisé, vous aurez toutes vos données, un minimum de logiciels statistiques qui vous permettront, de manière réglementée, de réaliser les analyses et de sortir avec vos analyses et votre mémoire de DES ou thèse ou tout autre travail de recherche écrit. Particularité dans votre discipline, votre société française a mis en place là encore un comité éthique de la recherche. Alors là, sur l'aiguillage CER, c'est rare, je laisse le soin aux aucun d'aiguiller. Ça va se jouer, j'imagine, en termes de délai, en termes de... Je ne sais pas quel est le critère de choix. Dois-je solliciter notre CER? C'est imposé par notre UFR Santé. Mais le CERAR fait aussi office de comité éthique de la recherche. Donc, je pense que ça rassurera de la même manière l'UFR Santé, ce qui est le cas. Oui.
Alors, ce numéro qui est reconnu d'un point de vue international, notre CER, on est en train de réaliser des démarches parce que ça peut être bloquant. Ouais. On est en train de... Donc, voilà, d'un point de vue guichet d'orientation sur les recherches n'impliquant pas la personne humaine, hein, vous retrouvez le lien pour solliciter, un peu comme le CERAR, le comité éthique de la recherche. Et vous voyez qu'on va s'assurer que vous disposez bien des compétences statistiques méthodologiques, que vous ne vous êtes pas trompé, CPP ou CER, et que le traitement de données, que ce soit du côté de l'université ou du côté hôpital, peut se conformer aux méthodologies de référence ou nécessite une autorisation CNIL. Une autorisation CNIL, à titre d'information, quand on parle de données à caractère personnel, données de santé, dites sensibles à la base, si vous voulez géocoder, on a une équipe de recherche au plateau Canet qui utilise l'adresse postale en termes de déprivation sociale, l'accès aux soins, pour faire simple. Eh bien, l'utilisation de l'adresse postale dans un travail de recherche en santé ne peut se conformer à une méthodologie. Et là, je vous parlais de 3 à 4 mois, 1 mois et demi. Là, on est sur 6 à 9 mois de démarche. Ça devrait s'améliorer. Ils vont faire évoluer ces textes de méthodologie, je pense, dès premier trimestre 2026. Mais là encore, ça s'anticipe. Donc, le CER, un peu comme le CERAR, voilà comment on le sollicite. Donc là, c'est une réunion qui s'est déroulée au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, soit le lien, soit le QR code, vous le retrouvez aussi sur la plateforme de l'université. Alors, toutes les universités se sont dotées de comités éthiques de la recherche, hein, la grande majorité. Et puis l'EDS, voilà, cet outil qui va vous rendre un grand service, c'est en cours de déploiement. Vous voyez qu'on va aspirer au travers de connecteurs tous les dossiers médicaux, je résume. On vous mettra à disposition, après avis d'un comité scientifique et éthique, là encore, hein, vous cliquerez sur un lien, vous présenterez votre projet de recherche en ligne en téléchargeant un certain nombre de documents, vous aurez accès à toutes les données nécessaires pour votre travail de recherche. Et ça se conforme à la législation de manière automatique. Et la sortie de données se fera de manière totalement anonymisée. Alors, j'ai oublié une nuance importante. Je vous parlais de règles de protection des données. Ce fameux règlement général sur la protection de nos données à caractère personnel, hein, vous avez toutes et tous accès au travers d'un ordinateur portable ou d'un téléphone. Vous avez remarqué depuis quelques années qu'on vous demande de consentir à l'utilisation de vos données. Nous, on a un principe d'intérêt, c'est une mission d'intérêt général quand on met un travail de recherche en santé. Cette réglementation d'intérêt public, cette réglementation ne s'applique que, quand on parle de méthodologie de référence ou d'autorisation CNIL, que si les données sont pseudonymisées. Une fois que c'est sorti de l'entrepôt, les données anonymes, si vous voulez faire un travail collaboratif sur le plan international, vous en faites ce que vous voulez. Pareil, un travail de recherche bibliographique, vous n'aurez aucune démarche par rapport à la protection des données, ce qui paraît logique. Alors, un avis éthique, peut-être. Donc voilà, on a un point de contact unique, la direction de la recherche clinique et de l'innovation. Le mieux, c'est de contacter via ce courriel. On vous explique, on vous accompagne. Et retenez bien, hein, c'est à minima 1 mois et demi jusqu'à 9 mois de démarche. La naissance est parfois, la gestation est parfois un peu longue. N'hésitez pas à anticiper et nous contacter de façon très précoce. Mais vous avez d'excellents enseignants, donc ils savent comment nous contacter. Bon courage. C'est barbare la réglementation, hein. C'est un domaine spécifique, moi ça me passionne, parce qu'on travaille avec toutes les disciplines, on travaille avec des étudiants ou des chercheurs. J'ai pas de liste noire qui sont... Alors, il faut avoir une réactivité. Quand on reçoit un avis CPP, qu'on vous dit 3 semaines après, il faut y répondre parce que sinon on repart à zéro. Donc voilà, il faut vraiment être très réactif. Je sais que vous êtes débordé par l'une des missions des CHU, le soin, et puis votre parcours de formation. Mais voilà, moi, c'est toujours un plaisir de collaborer. Retenez bien, hein, l'anticipation. Et puis, dès que votre question de recherche est posée, on vous dira quelle tutelle solliciter.